Hey, chers amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. C'est David Job, auteur consultant et formateur en sortie de chaos, fondateur et présentateur des émissions Chronospace. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur nos différentes plateformes. Merci beaucoup d'être avec nous à chaque fois. Merci aussi de vos commentaires, vos feedbacks et vos remarques qui nous aident à vous offrir toujours du contenu avec de plus en plus de valeur. Chronospace, parce que gérer son temps et son espace sont deux piliers qui vous aideront à ne pas tomber dans le chaos. La vocation de cette chaîne est justement de vous livrer les clés pour que votre vie n'en soit pas un. Car en fin de compte, la seule personne qui pourra vous en faire sortir est celle qui vous regarde dans le miroir. Si vous trouvez que nos contenus auront de la valeur à vos yeux et celle de vos camarades, merci de liker et commenter pour nous donner encore plus de visibilité. Partagez aussi pour en faire profiter à plus de personnes. Je vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur les petites cloches à gauche, à droite ou sur notre page Facebook en cliquant à ce moment-là sur le petit drapeau afin de ne rien rater de nos publications. Et je vous rappelle que vous pouvez aussi surfer sur le site web de l'émission www.chronospace.tv, vous inscrire à notre newsletter afin de ne rien rater de nos programmes. Et un guide sur comment gagner 2 heures par jour vous sera d'ailleurs offert. Gagner 2 heures par jour quand on a un emploi du temps débordé, histoire justement de ne plus vous sentir débordé et de risquer le burn-out en vous dégageant du temps pour pouvoir vous occuper de vos chaos. Pour nos amis qui préfèrent l'audio, sachez que vous nous retrouverez demain, donc le 16 mars sur Silver Radio à 19h, heure de Paris, et notre podcast ensuite qui sont disponibles sur à peu près tout ce qui existe comme plateforme de podcast sur le marché sous le nom de Sortir du chaos, les interviews. D'où que vous soyez, que vous nous regardiez ou nous écoutiez. Donc, merci à vous tous et bienvenue à tous. Alors, si je vous posais la question de votre définition de la réussite professionnelle, eh bien, il y a beaucoup de chances que vous me parliez d'avoir un poste important dans une grosse société, avec un salaire élevé et des avantages en nature de rêve. Vous me diriez surtout que probablement aussi, pour réussir, il faut être performant dans son travail. Être performant, tellement actif qu'on en vient à oublier, à ne pas prendre en considération la personne la plus importante au monde, soi-même. Jusqu'au jour où la machine dit stop. Et cet avertissement peut prendre différents aspects, comme le burn-out par exemple, mais aussi il peut être plus violent, genre plus performant que moi, tu meurs. Et si tu as une tumeur, tu meurs. Tu n'en as plus que pour X temps à vivre. Un pronostic vital engagé. En d'autres termes, des médecins ont collé une date de péremption sur le corps. Date limite d'utilisation dans 2 mois. Face à ce couperet de la DLUO, plusieurs cas de figure peuvent se présenter. Le déni, mais c'est qui ce médecin? C'est pas le bon Dieu quand même qui peut décider du temps qu'il me reste à vivre. La dépression, ou encore la prise de conscience. Ou peut-être un peu de tout cela à la fois, comme un processus de renaissance. Pour voir cela comme un magnifique avertissement du bon Dieu, il faut une sacrée dose de résilience, de courage et des tas d'autres outils que nous passerons en revue ce soir avec mon invité exceptionnel qui a réussi à faire mentir les médecins. Cet ancien manager d'équipe opérationnelle interculturelle dans des groupes internationaux a été confronté à une maladie avec pronostic vital engagé à 2 ans en 2005. Depuis plus de 15 ans donc. Cela a aussi été pour elle un formidable accélérateur de prise de conscience, de décision, d'action et de découverte dans tous les domaines de sa vie. Aujourd'hui, après 16 ans de développement personnel et près de 50 pratiques thérapeutiques testées plus tard, elle est devenue slasheuse de bien-être et conférencière en intelligence de vie. J'ai le plaisir de recevoir et d'accueillir dans le studio Chronospace celle que l'on pourrait presque nommer la ressuscitée, Irène Saunier. Bonsoir. Non, ça y est, c'est fini, jingle, ça y est. Bonsoir. Voilà, ça y est, bonsoir. Voilà. Comment ça va? Ça va bien. Forcément, ça va bien. Voilà, ok.
Irène, merci beaucoup d'être avec nous pour une histoire et un parcours des plus inspirants. On aura l'occasion d'en parler là pendant à peu près toute cette heure que dure cette émission. Comme je disais en introduction, tu as vécu des trucs de ouf. Tu en as retenu des choses de ouf. Tout ça, tu veux nous partager. Mais avant toute chose, histoire de connaître un petit peu mieux, c'est à travers la question Darling. La question Darling. Alors, Irène Saunier, ce sont les autres qui en parlent le mieux. Que dirait-il de toi pour te présenter? Moi, je dirais d'abord, ce sont les femmes qui en parlent le mieux. Ouais, c'est sûr. Et c'est sûr, c'était Darling, ouais. Ouais. Écoute, moi, ce qui ressort le plus souvent, c'est l'authenticité. Je suis authentique. Pas de détour avec moi. Je suis déterminée. Quand j'avance, je suis déterminée. Quand j'ai des problèmes, je suis déterminée pour avancer. Je suis discrète aussi. On le voit. On le voit, on le voit, on le sent. La détermination, on ne peut pas vérifier, évidemment, mais on voit la discrétion. Posée aussi, peut-être. Je suis engagée quand je prends une décision ou quand je m'engage dans des causes qui me tiennent à cœur. J'y vais. Et j'ai du mal à reculer. Après, j'ai une capacité, ça j'ai appris, j'ai une capacité à prendre du recul face aux situations. Et ça m'aide beaucoup à rester calme à l'intérieur et apaisé, sans dénigrer l'importance de la situation quand la situation est sérieuse, bien sûr. Et puis il y a autre chose aussi qui ressort, c'est le fait d'être à la fois, comme on dit, perché, connecté à quelque chose de spirituel et très ancré dans le quotidien, dans le concret. Quelque part, un pied en haut, un pied en bas, quelque chose comme ça. Ou les deux pieds en haut et les deux pieds en bas. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment quelque chose. Bon, c'est peut-être lié à la prise de recul, savoir prendre du recul. Puis j'entends des choses de temps en temps, genre philosophe de vie. Voilà, c'est lié à ça, mais tout en restant ancré dans le quotidien. Et puis on avance quand même. On est incarné. Ouais. On en parlera justement tout à l'heure de ça. Peut-être que justement, cause ou effet, on verra peut-être un petit peu, peut-être qu'on en parlera de cette connexion, de cette impression d'être un peu des deux. Quelque part, on sent beaucoup de sérénité aussi. Oui, sereine, sirène, Irène. J'y avais pas pensé, c'est pas mal, j'aime bien, j'aime assez, je dois dire. Voilà, on peut dire aussi la petite sirène, mais oui, c'est vrai, il y a beaucoup de sérénité à l'intérieur et ça c'est pareil, c'est un gros travail, un gros travail intérieur. Et oui, c'est vrai, il y a à la fois une sérénité et une solidité intérieure. Oui. Ouais, c'est pas incompatible d'ailleurs. Ouais. Ouais, donc en tout cas, on a en tenue déterminée, engagée, discrète, authentique. Et donc moi j'ai rajouté sereine. On va avoir l'occasion un petit peu de voir tout ça. C'est sûr que l'histoire de la vie en général, elle nous force à développer certaines caractéristiques, ou parfois c'est l'inverse, parce qu'on a certaines caractéristiques, que l'on peut passer certains moments, certaines épreuves de la vie. C'est un petit peu ce qu'on va voir là. Mais d'abord, je te propose la traditionnelle question pour les nuls. La question pour les nuls. Et donc, Irène, je te confie ici la rédaction du tome Le bonheur pour les nuls. Tu écrirais quoi? Ça, c'est une super question. Un grand piège, c'est super difficile d'y répondre. Alors, d'abord, que les choses soient claires, il n'y a jamais de question piège, d'accord? Oui, non, c'est pas piège, mais c'est une question, tu vois, on est 7 milliards sur Terre, tu auras 7 milliards de définitions. Maintenant, je veux celle d'Irène. Moi, je veux celle d'Irène, parce que je pense qu'Irène, elle peut nous donner une définition inspirante qui peut probablement ici nous aider tous. Alors, cette quête du bonheur, cette recherche du bonheur, comment tu la définirais? Bon, je vais faire une réponse assez synthétique et aller à l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel, en fait, je l'ai vécu il y a une vingtaine d'années.
Enfin, je l'ai vécu, je l'ai vu, je l'ai observé. Il y a une vingtaine d'années, quand je suis allée au Cambodge. Et au Cambodge, j'ai pu visiter des villages qui avaient été détruits par les événements qui se sont passés au Cambodge. Et j'amenais des fournitures scolaires dans une école, dans un village qui était un peu reculé dans la campagne. Et c'est vieux, hein, ça fait plus de 20 ans. Et je me souviens encore du visage à la fois du professeur et des élèves qui, quand je leur distribuais un crayon, un cahier, ils me regardaient avec un grand sourire, d'un air de dire vous m'amenez le bon Dieu, quoi. C'était fantastique, quoi. Et moi, ça a été un vrai. Et puis, quand j'en parle encore, je suis souvent émue parce que je revois ces regards remplis de reconnaissance, de gratitude. Et donc, pour moi, là, ça a vraiment été quelque chose, une prise de conscience que j'observais, mais que je vivais pas encore moi de l'intérieur. C'était, en fait, le bonheur, c'est être heureux d'être en vie. En fait, le bonheur, c'est être heureux d'être en bonne santé. En fait, le bonheur, c'est heureux d'avoir à manger, ne serait-ce qu'un bol de riz, et continuer à sourire, même s'il y a que ça, comme on dirait nous dans nos pays. Le bonheur, c'est de se réveiller le matin et puis de voir le ciel bleu quand il est bleu ou gris et être content d'être là. Le bonheur, c'est respirer l'air frais. Le bonheur, c'est admirer les fleurs printanières aujourd'hui parce qu'on est au printemps, il y a des super couleurs qui commencent à arriver. Voilà. Pour moi, c'est ça le bonheur. C'est une très belle définition. C'est une définition finalement. On pourrait dire le bonheur, c'est d'avoir conscience de la simplicité, quelque part, quelque chose comme ça. Et j'ai retenu quelque chose dans tout ce que tu dis. C'est un épisode très émouvant, l'histoire que tu racontes du Cambodge. En fait, on a presque envie de dire que le bonheur, ça se définit pas. On voit les résultats en fait sur les autres. C'est peut-être un petit peu ça aussi. C'est quand on voit un sourire. Tu parlais d'un sourire, tu parlais des yeux qui pétillent, tu parlais d'un visage qui s'illumine. Ça veut dire que quelque part il y a un bonheur. Donc quelque part le bonheur, peut-être effectivement cette question elle a aucun sens. En fait, c'est peut-être une question bête. T'as raison. Hein, finalement, j'assume pleinement que c'est une question non seulement qui est pour les nuls, mais en plus c'est une question nulle. Ça peut arriver. C'est pas grave. J'assume. Mais en tout cas, la réponse a été magnifique. En tout cas, donc merci Irène d'avoir récupéré la qualité de la question. Mais je l'écrirai ce livre. Je l'écrirai. Ben, j'en suis sûr qu'il y a plein de choses à raconter. Bon, puisqu'on est dans la série des questions. Des questions un petit peu pas sérieuses, comme tu me dis tout à l'heure avant l'introduction. Voici la question qui remet tout en question. La question qui remet tout en question. Voilà, des questions pas sérieuses, mais qui en fait sont tout à fait sérieuses. La question qui remet tout en question. Comme ça, on arrête ici et on n'en parle plus. Bon, alors, tout est possible. Impossible n'est pas français. As-tu déjà essayé de vider un tube de dentifrice et de le remplir à nouveau ensuite ? Eh ben, je me brosse pas les dents, donc je peux pas te dire. Ouais, alors on va faire la suite de l'interview, si tu veux, la bouche fermée, si tu veux. Hein. On va essayer d'être un peu en mode un peu ventriloque. C'est là qu'on se dit finalement que c'est pas plus mal les studios virtuels, hein, parce que je plains à l'époque de mon collègue qui aurait dû faire le même interview en studio réel. Bon, bref, ok, j'ai compris le message. Bon, j'espère que mes filles m'entendent pas. Voilà. Parce que je leur dis tous les soirs. Non, tes filles pas, mais leurs copines sont sûrement branchées, donc t'inquiète pas, ça va revenir demain. Et toi, tu as déjà essayé de te brosser les dents avec les deux mains ? Non, je t'explique. Il y a une règle dans Chronospace. Hein, c'est que c'est moi qui pose les questions. Ah, ok. Non, je rigole. Tu dis de se brosser les dents avec les deux mains. Pourquoi c'est un truc impossible ? Ah non, j'ai pas dit que c'était impossible. Ah, non, ouais, enfin, il y a la main qui tient le verre et la main qui tient. Non, le dentifrice. Ah, je dirais avec les deux mains, une après l'autre, mais parce qu'on a une main où c'est plus facile. Ouais. T'essaieras. Vous pourrez essayer d'ailleurs. Voilà, voilà, faites ça chez vous, devoir pour la semaine prochaine, prochaine interview. Bon, bref, c'est ta réponse. Non, ma réponse, c'est quoi ? Écoute, je sais pas, j'ai des entonnoirs de Playmobil à côté, pas très loin de moi, là. Donc, peut-être que j'essaierai avec un mini entonnoir.
Ou alors, je bricolerais, je serais la MacGyver du dentifrice et je découperais le tube et puis je remettrais dedans, je remettrais du scotch tout autour. Je sais pas. Voilà, donc c'est possible. Non, en fait, bon, derrière cette question, évidemment, qui paraît comme ça un petit peu légère, la question, c'est pour dire que, a priori, tout est possible quand même. Il y a sûrement des choses derrière. On va s'en rendre compte au cours d'émissions que tu es passé par des choses qui sont excessivement difficiles. Et encore, je pense que c'est un euphémisme, mais que peut-être par certains outils, par certaines capacités, pardon, eh ben, on y arrive à rendre les choses qui paraissent impossibles, à les rendre possibles. C'était ça qui était un petit peu sous-entendu derrière ma question. Oui. Après, c'est impossible. On peut l'écrire de différentes façons. Donc impossible, bon, l'adjectif qu'on connaît. Et une fois, j'ai vu, je pense que c'était sur un site anglais, impossible égale I am possible. Et ça s'écrit I apostrophe M, possible. Donc ce sont les mêmes lettres, mais et ça disait I am possible, c'est-à-dire je suis possible. Tout est possible. Ouais. Et c'est impossible aussi d'ailleurs. Aussi, oui. Ouais. Effectivement. Voilà. Voilà. Bon. Oui. Après, c'est vrai que quand on traverse des choses difficiles, pas forcément ce que j'ai vécu moi, mais plein de situations peuvent être difficiles pour différentes personnes. La question, c'est comment j'ouvre le champ des possibles, en fait. Comment je prends du recul par rapport à une situation. Et je me dis, bon, je suis en face d'un océan. Dans un océan, il y a des milliards et des milliards de gouttes d'eau. Il y a bien une goutte d'eau que je peux sortir et qui va m'aider à trouver des solutions. Belle philosophie, belle position, en tout cas par rapport aux difficultés. Ouais. Je te propose, avant d'aller plus loin, de faire une petite pause à travers un court extrait de ta conférence. Ok, ta conférence qui s'appelle Demain, je me lève de bonne heure. On verra qu'ici aussi on joue sur les mots. Hein, on parlait de impossible, ici de bonheur. On verra aussi, on en discutera tout à l'heure. On se retrouve dans quelques toutes petites secondes. À tout de suite. Ça va. Août 2005. Je travaille dans un groupe international, à un poste de direction. J'ai un beau poste, dans un beau bureau, avec une belle voiture de fonction. J'ai une belle maison. Et je prépare un raid sportif au Kenya. Un raid sportif avec plusieurs disciplines. Je suis une superwoman, c'est le sujet du jour. Et là, j'arrive devant une côte et je me dis, allez, je monte cette côte-là, après je ferai une pause. Arrivé là-haut, je perds conscience. Alors une course commence. Un premier médecin, un deuxième médecin, un troisième médecin avec une batterie d'examens à chaque fois. Et j'entends le médecin me dire « Vous avez une tumeur cérébrale grosse comme une clémentine. » Allez, je monte cette côte-là et après je fais une pause, au propre comme au figuré, non? Oui, c'est vrai. Je l'avais jamais vu comme ça, mais c'est vrai. Propre, sens propre, ben oui, parce que effectivement, j'ai un diagnostic et une grave maladie, une maladie très sérieuse. Donc au sens propre, oui, parce que je dois me soigner et donc je dois faire une pause dans mon travail pour me soigner. Ça, c'est important. Et puis, à la fois, au sens figuré, c'est « mais qu'est-ce qui m'arrive vraiment, en fait? Qu'est-ce que j'ai pas compris dans la vie ?» Et là, à ce moment-là, il se passe quelque chose. J'ai plein de compétences. Forcément, j'ai plein de compétences, comme tout le monde. On a des talents. J'agis, je réfléchis. Mais à un moment donné, je suis au pied du mur. Et là, que je sois trilingue, quadrilingue, que je sois
directrice export, aucune compétence ne m'est utile, en fait. Et à ce moment-là, il y a une phrase qui, pour moi, m'a touchée à cette époque, c'est « Quand les compétences s'arrêtent », ce qui était mon cas, j'avais aucune compétence pour comprendre ce qui se passait. Quand les compétences s'arrêtent, la foi commence. Un moment, c'est ouvrir autre chose que le purement concret, du concret, du concret, du concret, quoi. Autre chose de plus grand. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et ça, c'est vraiment au sens figuré, faire une pause pour remettre en cause quelque part tout mon système de croyances, toute ma façon de penser, ma façon d'agir, ma façon de manger, ma façon de vivre mon travail, mon quotidien, mes relations amoureuses, au travail, avec les amis, tout. Je fais la totale. Et je revois tout ce système-là avec une profonde envie de comprendre la vie profonde. C'est qu'en plus, gros comme une clémentine, c'est énorme, quoi. Donc, c'est avec pronostic vital 2 ans, bon, c'est d'un autre côté, c'est génial parce que tu dis j'ai 2 ans. D'un autre côté, alors justement, avant, je ne vais pas faire la réponse. Je vais te poser des questions plutôt. Comment est la Irène Saunier juste après l'annonce du diagnostic, justement? Je voudrais juste préciser que effectivement, la clémentine, c'est vraiment l'expression qu'a pris le médecin devant moi en me disant ça. Et ça à la fois, ça perturbe parce qu'on voit bien l'image d'une clémentine quand même. Et sur le coup, je me dis, ah ouais, j'ai ça dans la tête. Donc c'est un peu compliqué à gérer. Donc en fait, il y a 2 réactions. Une, au moment du diagnostic, et on m'annonce que j'ai une opération, je dois me faire opérer et opérer en urgence. Et la deuxième, c'est au moment du diagnostic de la tumeur maligne cancéreuse. C'est deux moments différents. Et donc à l'annonce de l'opération, voilà, on me dit, vous devez être opéré et en urgence, avec un risque de paralysie parce que la tumeur est sur la zone de motricité. Donc, voilà, on va peut-être toucher les fonctions motrices et le côté gauche va peut-être être touché. On ne sait pas. OK. Et moi, à ce moment-là, je suis en mode projet, là, à ce moment-là. Je suis la superwoman, directrice export, voilà, je suis en mode projet. Je dis, OK, on opère en urgence, on s'organise, on organise le séjour à l'hôpital, l'opération c'est quand, j'informe la famille, j'organise, j'envoie des infos, des mails à des amis pour leur demander de penser à mon mari parce que le jour de mon opération, c'est l'anniversaire de mon mari. Voilà, je pense à ça, voilà, des choses très, très pragmatiques, quoi. Je suis en mode projet, superwoman. J'agis, je réfléchis. Et puis, voilà, c'est ça. Là, ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est quand on m'annonce le diagnostic. Et là, je suis sur mon lit d'hôpital. Le neurochirurgien arrive, celui qui m'a opéré, et il me dit, voilà, on a analysé la tumeur et vous avez un grade très élevé, un grade 3. Donc, on va faire de la chimio et puis la radiothérapie, voilà, des traitements lourds. OK. Donc, je prends ça et je pense que je reste dans le silence à ce moment-là. Je reste dans le silence, j'accuse réception et je suis toujours en mode projet. OK, on va commencer la chimio. On y va, quoi. On y va. Et je crois que la seule question que j'ai pu poser, c'est on commence quand? Et il m'a répondu prenez le temps déjà de vous reposer de l'opération qui a été lourde, qui a duré quelques heures. Et puis après, on commencera les traitements. Voilà. Très pragmatique. Et puis, ce qui était étrange, c'est l'infirmière qui est revenue dans l'après-midi, dans la chambre d'hôpital, je m'en rappelle, et elle me dit, mais vous avez entendu ce qu'a dit le neurochirurgien ce matin? Je fais, oui, j'ai entendu. Il me dit, mais vous vous rendez compte, vous n'avez pas de réaction, en fait. J'avais pas de réaction, en fait. Tu n'avais pas vraiment réalisé, en fait, ou vraiment c'était ton mode de fonctionnement? Si, en fait, je réalisais. Et ce que je lui réponds, je lui dis, si, j'ai compris, je vais commencer la chimio. Et puis, elle insistait, comme si je n'avais pas compris, comme si j'étais dans le déni total.
Et en fait, je finis par lui dire, vous savez, moi j'ai un père qui est décédé d'un cancer, un frère qui est décédé d'un cancer, c'était il y a 4 ans à l'époque. Ma mère avait eu aussi des cancers. Je lui dis donc, tout ce qui est protocole de chimiothérapie, radiothérapie, j'en ai entendu parler depuis 10 ans, 15 ans, quoi. Donc, je sais ce que c'est. On va y aller. Je sais que c'est sérieux et je sais que je vais aller faire la chimio. C'est tout. Voilà. C'est ça que je lui ai répondu. Et je suis restée dans le pragmatique, hein. Mais je savais que j'allais faire de la chimio et je savais que c'était des traitements lourds. C'est une des clés du succès. C'est-à-dire de pragmatisme, de ne pas avoir été, d'avoir pris les choses c'est sérieux. Donc, je suis sérieux aussi. Même si, vu de l'extérieur, finalement, j'ai l'air d'être complètement détaché sans avoir réalisé les choses. Tu penses que c'est une chose qui t'ont permis, en fait, de surmonter ça avec le recul? Dans un premier temps, oui, parce que je traitais l'urgence quelque part. Je traitais l'urgence et ce que j'ai pas précisé, c'est que quand le neurochirurgien m'a dit on va commencer la chimio, en fait, à la sortie de l'opération, j'étais effectivement paralysée du côté gauche, la jambe et le bras gauche. J'arrivais plus à écrire, j'arrivais plus à marcher, et ça a duré quelques semaines. Donc à l'époque, une éternité. Avec du recul, super, j'ai réussi à récupérer. Donc, je crois que sur l'instant, j'avais ça qui était en tête, quoi. J'avais ça en tête. Il faut que je marche, il faut que je réécrive, il faut que je puisse utiliser mes membres. Et c'était l'urgence, quoi, quelque part. OK, et puis il y avait la chimio, OK, donc il y a la chimio. Mais il y a quand même une pensée qui était importante. Comme je le disais tout à l'heure, le cancer, dans la famille, on l'avait déjà rencontré à plusieurs reprises. Et je pense que j'ai quand même eu une pensée pour ma mère qui avait déjà perdu un enfant, donc mon frère aîné, un de mes frères aînés, d'un cancer. Et il y a une pensée, je pense qu'il y a une pensée qui est passée qui disait non, pas un deuxième enfant, quoi. Elle va pas perdre un deuxième enfant. C'est pas possible. En plus, je suis la seule fille de la fratrie. Donc il y avait ça, quoi, qui était aussi important, je pense. Et puis peut-être après, de façon innée, une détermination, je le disais au début, et de façon innée, quelque part, une force à l'intérieur qui dit on va surmonter la situation, quoi. Ouais, ce que j'allais dire justement, on sent la détermination qui est là. Bon, tu racontes de cet environnement dans lequel tu étais, mais ça aurait pu avoir deux revers de la médaille, hein. D'un côté, dire je sais ce que c'est une cata puisque ça finit mal. Tu l'as pris dans l'autre côté. Tu as eu des forces qui sont venues te dire non, mais c'est bon, moi je ne serai pas celle qui va y passer, je serai celle qui va passer au-delà de ça. Alors justement, un pronostic vital engagé à 2 ans depuis plus de 15 ans. Pourquoi selon toi? Pourquoi selon toi? Pas pourquoi selon toi, comment se fait-il? Selon toi, c'est quoi les armes, c'est quoi les atouts, même si tu commences à en parler un petit peu. Quelles sont les choses qui t'ont permis, ou quels sont les changements que tu as opérés, les prises de conscience, etc., qui t'ont permis de passer à travers? Ça, c'est la question. Pour répondre, je te donne le temps de réflexion. Je vais te passer un autre extrait, si tu veux, de ta conférence. Je pense qu'il y a des éléments de réponse là-dedans et on développe juste après. Alors, il y a 15 ans, ce programme, je les ai mis à la poubelle de mon ordinateur et j'ai vidé la poubelle, kick, pour les remplacer par des applications récentes, fabriquées par des jeunes. Et j'ai utilisé ces nouvelles applications du style « Quand t'es fatigué, repose-toi, fais une sieste, fais-toi plaisir ». Des nouvelles applications plus jeunes. Est-ce que tu penses qu'on oublie souvent de vider la corbeille après avoir effacé les bugs?
C'est possible. Parce qu'on fait C'est possible. En tout cas, pour moi, c'est important. Hein. Tu vois, je le disais tout à l'heure, j'étais en mode projet à l'époque. J'étais un petit peu la bonne élève. Et la bonne élève, on lui dit de faire de la chimio. Je fais de la chimio, quoi. J'avais une tête pour réfléchir, des membres pour agir. Mais il manquait un truc. Un truc. J'étais un petit peu comme un émoticône. C'est un emoji avec une tête et des pattes, des bras. Mais entre les deux, tu vois, il n'y avait rien du tout, quoi. Et surtout, c'était comme si j'avais pas de cœur, quoi. J'avais oublié les émotions. Tu vois, je savais même pas ce que ça voulait dire, quoi, tu vois, à l'époque. C'est terrible à dire, mais bon, c'était comme ça, quoi. J'étais un émoticône, quoi. Et en fait, ça réveille, quoi. Ça réveille. Voilà, moi, je me suis réveillée, j'ai pris conscience de que j'avais, quoi, qu'il y avait quelque chose où ça manquait un peu. J'étais pas en mode cœur, quoi. Et le fait de ne pas être en mode cœur, même si j'avançais hein, pour ma santé, je suivais les traitements et tout, 2 ans après l'opération, j'avais arrêté la chimio et 2 ans après, je récidive. Donc à un moment, on me dit, je dis, ah super, tout va bien, la chimio, ça a fonctionné et tout. Je reprends le travail, je récidive. Et là, je me dis un truc, il y a vraiment... Et je me dis, il y a vraiment un truc que j'ai pas compris, quoi. Encore une fois, je me dis ça, quoi. Mais qu'est-ce que je fais, quoi? J'avais bien, dans la tête, j'avais bien compris qu'il fallait que je change. Il y avait des choses que j'avais changées. Mais profondément, dans mon cœur, rien n'était changé, quoi. Qu'est-ce que tu avais changé? Là, je passe en mode cœur. Qu'est-ce que tu avais changé on va appeler ça la première période, la deuxième période. Qu'est-ce qui a fait que, puisque tu dis que tu es dans mode projet, qu'est-ce que tu as changé dans ces 2 premières années? Les 2 premières années, j'ai pris conscience qu'il fallait que je prenne soin de moi, que je change mon rythme. Changer un peu l'alimentation. Maintenant, je mangeais pas de façon démesurée, mais bon, j'avais quand même pris conscience qu'il y avait certaines choses où il fallait faire attention. Mais ça restait des petits détails, quoi. C'était pas profond, quoi. C'était très superficiel. J'avais conscience qu'il fallait que je change de rythme, par exemple pour le travail, dans des déplacements. Ok. Bon, je me déplace moins. Bon, je refusais aussi de me déplacer par avion à l'époque parce que j'étais traumatisée par le fait d'avoir été opérée au cerveau. Et voilà, donc c'était des petits trucs comme ça. Mais dans le fond du fond, dans le cœur du cœur, il n'y avait pas de changement en fait. Je m'en suis rendu compte après. Ouais. Alors, on se redit, hein, le bon Dieu ou l'univers, ça dépend comment on les appelle en fonction de ses croyances. Et c'est un tellement bon pédagogue que tant que tu n'as pas compris la leçon, il te rebalance C'est ça. Mais c'est exactement ça. Moi, c'est vraiment ça, quoi. T'as pas compris la première claque, je t'en donne une deuxième, quoi. Deuxième, mais ouais. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est vrai. J'avais rien compris, quoi, la première fois, quoi. Et donc, après, je passe vraiment en mode cœur, quoi. Et donc, quand je disais tout à l'heure, là où les compétences s'arrêtent, la foi commence. Là, effectivement, là, j'ai commencé à ouvrir mon cœur et je suis rentrée dans la spiritualité. Et ça a été un moment très important pour moi parce que j'ai compris qu'il y avait autre chose que des choses concrètes de la vie quotidienne, quoi. Vraiment autre chose. Dans ta définition tout à l'heure du bonheur, on parlait justement d'être capable de relativiser des choses, de pouvoir s'arrêter sur un événement somme toute banal pour nous, mais qui pour quelqu'un d'autre qui vit dans un autre référentiel l'est beaucoup moins. Quelque part aussi, c'est ça que tu as vécu. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu as réalisé finalement que rien que le fait de pouvoir en être sorti, déjà même une première fois, c'était quelque chose et qu'il y avait donc quelque chose qu'il fallait attraper ou il fallait attraper quelque chose. Et ce quelque chose peut-être d'impalpable, mais qui est peut-être une espèce de connexion à quelque chose de plus grand qui m'a permis d'en sortir. C'est ça? Ouais, c'est ça. Et j'ai l'habitude de dire qu'en fait, les médecins, ils ont guéri ma pathologie, quoi. Enfin, je montre mon cœur, mais en fait, c'était dans la tête. Et moi, j'ai guéri ma vie en m'occupant de mon cœur, quoi, en m'occupant de mes émotions, en m'occupant de quelque chose de plus grand, quoi. Et c'est vraiment la différence entre les deux.
Parce que moi, à l'époque, c'était les médecins me disent de faire ça, bon, je leur obéis comme la bonne élève, comme je disais. Mais en fait, oui, eux, ils font leur travail sur une partie de mon corps. Mais moi, je gère tout mon corps. Mon corps, c'est une entreprise et je gère chaque cellule de mon corps. Et je devais soigner chaque cellule de mon corps comme si je pouvais les renforcer, créer une immunité. Et puis cette immunité, ces cellules, elles sont tellement fortes qu'elles entourent la zone où il y avait la tumeur. Et cette tumeur, elle ne peut plus réapparaître, quoi. Elles sont trop fortes pour cette zone-là. Et donc, je renforçais tout le tour pour pouvoir consolider cette partie qui avait été fragilisée, quoi. Je développais mon immunité intégrale, quoi. Une espèce de vision systémique comme ça, holistique, personnelle, personnalisée. On a déjà eu beaucoup de fois dans cette émission, on a fait pas mal d'interviews du monde un peu comme ça, extra-médical, ou des gens qui ont vécu des histoires aussi parfois un peu similaires. Revient toujours la même question aussi du débat, et c'est pas le but d'ici non plus, hein, c'est pas le but de faire le débat de la médecine classique qui est très protocolisé, qui est très tiroir aussi par tiroir. Bon, ça dépend un petit peu aussi des pays où on se trouve, mais qui a globalement on va dire la médecine systémique, elle est relativement pas allopathe, on va dire ça comme ça, pour rester politiquement correct. Quelque part aussi, le médecin te connaît moins bien que toi-même, et donc c'est une des choses aussi, c'est une des prises de conscience que tu as déclenchées, qui est, je sais pas, c'est-à-dire finalement, après tout, je suis capable aussi, moi, de pouvoir amener mes propres forces, mes propres moyens de défense. Tu parlais d'immunité collective que tu as créée à l'intérieur de toi-même. Ouais. Ouais. C'est marrant parce que tu as utilisé le mot entreprise d'ailleurs. Tu as utilisé le mot entreprise encore tout à l'heure. Comme si en fait tu avais géré ton corps comme une entreprise. Donc tu es toujours dans la femme d'affaires, la femme responsable export du groupe international. Mais cette fois-ci, le chiffre d'affaires à réaliser, c'est passé à travers toute cette épreuve-là. Et les troupes à mobiliser, c'est pas les équipes projets, c'est les équipes cellules. C'est un petit. Ouais, et puis c'est vrai que, tu vois, en entreprise, moi, il y a un outil que j'aime bien, il est simple, je l'utilise très très souvent et je le recommande très très souvent, c'est le SWOT où on coupe une feuille en 4, on marque, on écrit les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Et c'est un peu ça, moi je suis allée chercher des ressources extérieures pour m'opérer parce que ça c'était inévitable. Et puis après, je suis allée aussi chercher ce que j'avais à l'intérieur de moi. Et il y a une phrase que j'avais lue un jour, alors je ne sais plus où, qui disait puisque ton corps a réussi à créer la maladie, il est capable de la guérir. Et oui, c'est tout simple en fait. C'est tout simple. Et c'est vrai. Moi, je reste convaincue de ça, et pas que pour ce que j'ai vécu moi comme pathologie, mais certainement pour plein de autres pathologies, quoi. Le maladie, c'est bien connu, hein, la maladie, enfin c'est bien connu, non, c'est pas spécialement bien connu, mais ça, le maladie, c'est le corps qui envoie en fait des signaux, puisqu'il peut pas s'exprimer autrement qu'en faisant un dysfonctionnement. Mais bon, il faut arriver quand même à faire la connexion aussi. C'est pas évident quand on a le nez dans le guidon, quand on est en train de vivre le truc. C'est très facile quand on est à côté ou quand on est passé à travers, mais tu as réussi quand même à avoir peut-être l'intelligence aussi d'esprit de te dire peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut que je change. C'est pas non plus quelque chose de spécialement évident, je pense. Enfin, non, c'est pas évident du tout. Et c'est vrai que quand je disais que j'étais tombée dans la spiritualité, oui, mes frères qui pratiquaient un bouddhisme à l'époque, moi non. Vraiment, ils m'ont vraiment aidé à m'ouvrir sur ce sujet-là, à dire mais vois autre chose de plus grand, vois que si tu as de la maladie, peut-être que tu es en souffrance à l'intérieur, ce qui était le cas, ils avaient raison. Voilà, et puis ouvrir vraiment cette perspective, changer d'angle de vue, de point de vue, pour se dire bon ok, je fonctionne comme ça marche pas, il faut que je cherche autre chose, quoi. Et après la récidive, là, j'ai vraiment changé mon prisme. Et c'est après la récidive où j'ai vidé la corbeille.
pour répondre à ta question. C'est ça, ouais. C'est ça. Parce que... On a déjà passé 3 questions depuis, mais c'est pas grave. Ouais. Parce que avant, j'avais compris intellectuellement, mais ça passait pas dans l'action, ça passait pas dans le cœur, ça passait pas dans le corps. Et donc, j'avais mis des choses à la poubelle, mais j'avais pas vidé la poubelle. Après la récidive, quand c'est passé dans le cœur, c'est là où j'ai enlevé les déchets. Pourquoi ? Parce que dans un ordinateur, si tu vides pas la poubelle, tu libères pas de la place de ton ordinateur. C'est ça, on a juste déplacé le problème. Il va continuer à ramer. Ouais, on déplace le problème. Et c'est pareil dans ta cuisine. Si tu vides pas ta poubelle, il y en a partout, ça déborde. C'est pareil. Pour moi, c'est exactement la même chose. Il faut vraiment vider. Et quand on fait le vide à l'intérieur, comme dans le tube de dentifrice, quand on fait le vide à l'intérieur, là, il y a de la place pour faire autre chose. Ouais. Ça fait plaisir que tu ramènes le tube de dentifrice. Là, il y a de la place pour faire autre chose. Ouais. Ouais. C'était pas une question si bête que ça, finalement. Hein ? T'as vu ? Non. Ouais. Alors, tu parles, tu es donc conférencière en intelligence de vie. Qu'entends-tu par intelligence de vie ? Alors d'abord, moi, je vais décortiquer. Je suis une linguiste à la base. J'ai fait des études linguistiques. Et intelligence, la signification d'un point de vue étymologique, c'est la capacité à s'adapter. Voilà. Donc, dire qu'on est intelligent ou pas intelligent, pour moi, ça ne veut absolument rien dire. On est tous intelligents dans quelque chose ou en quelque chose. Et moi, parce que j'ai vécu, et donc comme j'ai failli mourir, et j'ai réussi quand même à dépasser mes limites, surpasser mes limites, sublimer mes limites pour être vivante et quelque part être une miraculée ou une ressuscitée, comme tu as dit tout à l'heure. J'ai réussi, j'ai eu cette capacité à m'adapter à la vie, à la situation de vie-mort. Et c'est en ça que je dis que je suis une experte en intelligence de vie. Mais ça, pour moi, c'est vrai dans toutes les situations de la vie. Parce qu'un problème rencontré, tout à l'heure, on n'arrivait pas à se connecter, là, 5 minutes avant ou 10 minutes avant, on n'arrivait pas à se connecter, il y avait des problèmes de réseau. Ok, ça c'est un problème. C'est pas très grave en soi, hein, mais ça reste un problème. Donc, soit je le gère avec du recul, soit je m'énerve et je déprime. Et c'est pareil, pour moi c'est pareil, quoi. Donc moi j'ai réagi d'une façon, toi tu as réagi d'une autre, une autre personne a réagi d'une autre façon. Et c'est ça, cette capacité à s'adapter à la vie. C'est ça l'intelligence de vie pour moi. Ouais. J'ai du mal à t'imaginer t'énerver, en fait. Pardon ? Tu disais qu'on peut s'énerver face à un problème et j'ai du mal à t'imaginer t'énerver. Oui, c'est vrai que ça m'arrive vraiment, mais ça m'arrive. C'est vrai. Bon, ça m'arrive. Et donc, pour reprendre un peu ce que tu dis par rapport à cette intelligence de vie, donc cette capacité d'adaptation, tu veux dire, tout le monde a cette capacité d'adaptation. En fait, c'est quelque chose qui est chez tout le monde. Peut-être qu'il s'exprime pas toujours de façon opportune, ou qui s'exprime pas toujours au moment où on en a besoin, ou peut-être qu'il s'exprime différemment. C'est peut-être ça qui fait la différence aussi de nos réactions, tous à chacun face à certains défis. Et pour moi, l'intelligence là-dedans, c'est de se dire, bon, là, la situation, elle me dérange, ou cette personne-là, elle me dérange, ou la déco de cette pièce me dérange. C'est pas de la faute de l'autre, hein. C'est moi qui le ressens comme ça, quoi. C'est à l'intérieur de moi. Donc, comme ça me dérange, moi, ça m'a bossé pour essayer de comprendre pourquoi ça me dérange, en quoi ça me dérange, et comment je fais comment j'avance pour améliorer la déco de la pièce que j'ai autour de moi, améliorer la relation avec l'autre. Voilà, c'est tout. Enfin, c'est tout simple, en fait. Mais c'est un boulot tous les jours, quoi. C'est un jeu. Enfin, voilà, et tout le monde a cette capacité, en fait, de se regarder à l'intérieur. C'est ce que tu dis dans ton slogan, quoi. La meilleure personne pour avancer, je ne sais plus comment tu le dis,
C'est de se regarder dans le miroir, Ouais. c'est ça, c'est tout T'as simplement ça. pas révisé avant, Irène? Non, je n'ai pas révisé avant. Non, mais c'est ça. Et en plus, ce slogan, je l'avais pas retenu, mais je dirais une phrase à la fin qui D'ailleurs, tu le retiens toujours pas non plus. Non. La seule personne qui peut me faire sortir de son chaos est celle qui se regarde dans le miroir. Regarde dans le miroir. Bah, voilà. C'est ce que j'ai vécu. En fait, c'est quelque part, c'est le message un petit peu universel de progression, de s'en sortir du défi du développement personnel en général, c'est-à-dire accuser l'univers, accuser le pays ou accuser les autres. Peut-être que ça fait beaucoup de bien sur le moment même, à travers cette fameuse colère dont on a parlé tout à l'heure, qui est presque absente, mais en tout cas, ça ne fait pas avancer le schmilblick, comme disait notre ami Coluche. C'est ça. Est-ce que tu penses que la résilience est une résidence? C'est vrai que quand j'ai reçu cette question-là hier, je me suis demandé un peu... la résilience, c'est un mot qui me parle, c'est un mot que j'ai jamais étudié. Je ne suis pas la fille de Boris Cyrulnik. J'ai pas étudié le sujet, mais je suis quand même, à ta question, je suis quand même allée voir dans le dictionnaire, sur l'ordinateur. Bah ouais. Qui a encore, vous qui me regardez là, est-ce que vous avez encore, je veux savoir, ça m'intéresse, vous avez encore le Larousse, le Robert, le Robert et Collins, etc. Est-ce que ça fait encore partie de vos bibliothèques et de vos librairies? Ça m'intéresserait de savoir. Ouais, moi j'en ai encore. Ouais, mais t'es linguiste aussi. Ceci dit, effectivement, je suis allée regarder l'étymologie encore de ce mot. Et en fait, au Moyen-Âge, ce mot, il était composé de ré et zilier, saliré, saliré voulant dire sauter et faire un pas en arrière, un mouvement en arrière. Et donc, à l'époque, ça voulait dire se rétracter quelque part, se délier d'obligations, comme se désengager et se libérer de ses obligations. Après, le mot, il a évolué dans le sens qu'on utilise plus aujourd'hui, qui est plus toujours une notion de saut, de sauter, mais face à une réaction, c'est une réaction après un choc, en fait. Pour moi, c'est un peu le mix des deux, de ces deux définitions, à la fois du Moyen-Âge et du XVIIe siècle, c'est reculer pour mieux sauter, en fait. C'est un peu ça pour moi. C'est cette idée-là qui m'est venue. Et en fait, dans ce que j'ai vécu, en fait, c'était me délier des obligations que je m'étais infligées, quoi, à moi-même, quoi, de me libérer de tout ce qui n'était pas mon joyau intérieur quelque part, ce qui n'était pas de ma nature profonde. Donc c'était aller vers connais-toi toi-même, quoi, en fait, en gros. Se recentrer, en fait. Se recentrer, ouais, se recentrer. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai fait quand j'ai compris que j'avais rien compris avant la récidive. Et je suis passée dans cette phase, je vais dire entre guillemets, égoïste, vraiment pour me centrer et comprendre ce qui se passait, quoi. Puisque je n'avais rien compris de la vie pendant 34 ans quand même. Pendant 34 ans, tu comprends rien de ta vie quand même. C'est vachement grave, quoi. Il y a de quoi déprimer. Et donc là, je me centre, effectivement, je me recentre. Oui, je dis que c'est une phase égoïste, mais bon, c'est peut-être égocentré. Égocentrique, peut-être, c'est plus correct qu'égoïste, puisque égocentrique, étymologiquement parlant, tu t'es centré sur toi-même. Et c'était. C'est ça, ouais. Et à se demander, pourquoi je fais ça, pourquoi je pense ça, pourquoi je réagis de cette façon-là, etc., quoi. Et bosser là-dessus au fur et à mesure. Hein, et puis avec légèreté aussi. Ok, j'avance sur ce point-là, super. Celui-là, j'arrive pas à avancer maintenant. Ok, ça sera plus tard, quoi. Enfin, pas non plus être à fond. Là, j'avais abandonné la Superwoman. Là, j'avançais de façon déterminée, mais où j'avance toujours d'ailleurs. J'avance toujours de façon déterminée, mais pas dans le forcing, quoi. C'était plus léger, quoi. Plus léger, plus dans la discussion, plus. Oui, c'était. Moins dans la performance à outrance. Plus dans le cœur, comme je disais. Ouais.
Reculer pour mieux sauter. J'ai retenu un truc, reculer pour mieux sauter, puisqu'on est en période électorale. Hein, c'est connu. Donc, cette année, nous étions au bord du gouffre et l'année prochaine, nous ferons un grand pas en avant. Hein, c'est bien connu. Tu as intitulé ta conférence Demain, je me lève de bonne heure. Mais pourquoi demain? Bon, parce que c'est important de mettre un timing de temps en temps, mettre une date butoir, et dire je vais faire ça pour cette date-là. Non, je sais pas. C'est pas que je sais pas, c'est que mon demain à moi, à l'époque, il y a 17 ans, il y a plus de 15 ans, ce qui était important, c'est que ça arrive demain, quoi. Mais après, c'est vraiment, et ce demain, c'était vraiment le jour où j'ai arrêté de me disputer avec ma vie, en fait, ou avec la vie avec un grand V. C'était ça, en fait. Ouais, alors, juste pour préciser, puisque c'est à l'audio, bonheur, bien sûr, c'est en un mot. Hein, pas se lever de bonne heure, comme on pourrait croire, c'est se lever de bonne heure. On l'a vu dans la bande-annonce oui, mais tu fais bien de le préciser, d'ailleurs. Tu fais bien de le préciser, parce que à l'époque, bon, j'étais pas une grande lève-tôt, et en fait, le fait d'apprendre à méditer, j'ai fini par devenir matinale. Donc effectivement, tu as raison de préciser ça, parce que c'est vrai, à cette époque-là, j'ai appris à me lever de bonne heure pour commencer ma journée en me connectant avec moi, en méditant, en faisant du yoga, ou d'autres choses, me connecter à la nature, d'autres choses, mais vraiment pour me connecter avec moi-même, quoi, et avec la vie à l'intérieur de moi. Si tu devais faire une short list comme ça des outils ou des capacités ou des qualités que tu as acquis dans ce trajet, dans ce parcours, on peut presque parler d'un parcours initiatique, hein, quelque part, forcé quelle serait, on va dire, ta shortlist des outils que tu voudrais mettre, que tu mettrais dans cette espèce de trousse à outils? Tu partirais demain sur une île déserte, tu sais que tout peut arriver, mais que tu as besoin absolument d'outils. Tu prendrais une valise, tu prendrais, on va dire, 3 ou 5 outils du développement personnel ou autre. Lesquels ça serait? Ouais, super cette question, parce que quand j'ai fait mes premières conférences, je me suis mis à lister toutes les techniques que j'avais testées, ne serait-ce qu'une fois. Et quand j'ai commencé, et à aujourd'hui, j'ai testé presque 50 techniques thérapeutiques, quelle que soit la technique, hein, que ce soit une fois, que ce soit une technique où on est passif, genre l'hypnose, tu vois, t'es en hypnose, certes ton corps travaille, ton inconscient travaille, ton subconscient travaille, mais quelque part tu fais rien, ou des techniques où il faut vraiment bosser, écrire, voilà, être actif. Comme ça, il y en a pour tout le monde. Et alors, et dans cette, là, si je partais sur une île déserte, moi, ce qui m'a, au début, vraiment, ce qui m'a touchée, c'est la communication non violente ou communication bienveillante. C'est vraiment là où j'ai appris le mot émotion. Mais vraiment, quand je dis appris, c'est comme si je l'avais jamais entendu de ma vie, quoi. C'est là que j'ai appris à ralentir. C'est là que j'ai appris à écouter mes besoins. Donc ça, pour moi, c'est clé. Et ça fait maintenant, ça fait presque 20 ans que je fais des stages régulièrement pour approfondir cette capacité à aller à l'intérieur de soi pour mieux aller vers les autres. Ce que j'appelle l'intériorité collective. C'est aller mieux à l'intérieur, dans son intériorité, pour mieux aller vers le collectif. L'effet bifidus actif. Pardon? L'effet bifidus actif. Ce qu'il fait à l'extérieur, se voit à l'extérieur. C'est ça. Une autre, ça serait la méditation. Pour moi, c'est un vrai outil. La méditation. Respirer, c'est un vrai outil. La vraie respiration. La vraie respiration. Alors, la vraie respiration, je ne sais pas ce qu'est la vraie respiration, mais déjà, inspirez en conscience. Faites-le pendant que vous m'entendez là, mais inspirez en conscience, expirez en conscience. Rien que ça, c'est clé.
Moi, je pense que je le fais presque tous les matins. Quand je me lève, j'ouvre la fenêtre, été comme hiver, et j'habite à la montagne, donc l'hiver, c'est un peu froid. Et j'inspire et j'expire comme ça en conscience. Rien que ça m'aère le corps. 3 fois, faire ça 3 fois le matin, c'est juste clé pour une journée. Tu parles de la cohérence cardiaque? Oui. Oui, la cohérence cardiaque, il y a ça aussi. Il y a différentes façons de respirer, mais respirer juste une inspiration, une expiration, mais juste en se disant j'inspire et j'expire. Et peut-être mettre la main sur son cœur en écoutant les battements de son cœur et dire oh, qu'est-ce qu'il est beau ce cœur. Rien que ça, c'est un outil clé en soi, quoi. C'est ça. Toujours cette idée derrière, évidemment, de prendre conscience de cette idée derrière de prendre conscience, donc de prendre conscience des choses. Et pas juste intellectualiser les choses. Ouais, c'est ça, ouais. Après, la 4e, ça serait... je garde le meilleur pour la fin. Hein. Bien sûr. La 4e... Toujours. 4e, ce serait l'EFT. Tapoter, si vous ne connaissez pas, tapoter un peu sur des points sur le corps. Là, je trouve ça vraiment super efficace. Et d'autant plus efficace que moi j'ai eu une séquelle que j'ai encore aujourd'hui de l'opération que j'avais subie il y a 15 ans, 17 ans maintenant. Je suis épileptique sur le bras gauche de temps en temps, et selon des situations. Et en fait, depuis que je fais de l'EFT, comme ça, je tapote un peu partout et que voilà, j'essaye de déprogrammer les déclencheurs de ces épilepsies. J'ai des épilepsies qui sont de moins en moins fréquentes, quoi. Donc, je sais que ça a un vrai impact sur le corps et sur les croyances, enfin, et plein de choses. Donc, je sais que c'est efficace. Et un autre qui est le dernier, qui est un vrai coup de cœur pour moi, c'est la numérologie et la numérologie créative. Alors justement, d'où la transition avec ma prochaine question. Est-ce qu'Irène Saunier est un sacré numéro? Un sacré numéro. Oui, je peux mettre mon nez rouge. Mais... Alors, c'est quoi cette numérologie? Tu la qualifies de numérologie créative, c'est ça? Bah écoute, moi je suis... Quand j'ai rencontré cette numérologie, je l'ai rencontrée 2 fois. À chaque fois, ça a résonné pour moi. Alors quand je dis que ça a résonné, j'ai senti dans mon corps que ça vibrait. Et qu'il fallait que j'y aille, quoi. Et la numérologie, bon, il y a plusieurs courants de numérologie. La numérologie créative en est un. Et c'est une façon d'aller à la connaissance de soi, aller reconnaître son joyau intérieur, sa nature profonde, j'en parlais tout à l'heure, son diamant intérieur, avec notre état civil, c'est-à-dire une date de naissance, notre date de naissance, et nos noms et prénoms, des lettres. Tout ça est symbole, historiquement parlant. Alors, quand je dis historiquement, c'est des millénaires et des millénaires. Le nombre est symbole, la lettre est symbole. Comme elle est symbole, elle est vibration, elle a une énergie. Et elle nous permet d'aller à la connaissance de soi. Donc que ce soit le jour de notre naissance, le mois de notre naissance, l'année de notre naissance ou le calcul total, ça a une signification sur différents plans, différentes dimensions. Notre dimension émotionnelle, notre dimension instinctive, physique, notre dimension... de l'action, notre dimension spirituelle et notre mission de vie, qui est un terme qui est connu, chemin de vie, mission de vie. Et pour moi, c'est vraiment un très bel outil. C'est simple, il faut savoir de compter de 1 à 9. Voilà, tout simple. C'est abordable. Moi, mon rêve, hein, c'est de pouvoir faire entrer la numérologie dans des écoles pour que les jeunes puissent aller à la connaissance de soi comme ça, en sachant compter de 1 à 9, faire quelques additions. Donc, on voit les maths en même temps. Mais c'est vrai, c'est un vrai élan pour aller à la connaissance de soi. Moi, je le vérifie tous les jours sur moi, à la fois pour travailler. Je vis avec. Je le vérifie sur mes cobayes préférés, mon mari et les enfants.
c'est un outil fantastique et c'est un outil fantastique aussi pour aller vers des projets, sentir quels sont mes élans intérieurs et alignés sur un projet ou un autre. C'est magnifique. Par exemple, c'est quand même un sujet assez c'est presque quelque part même intriguant. Bon, je ne sais pas, c'est Chris d'ailleurs, Chris Cana qui nous regarde, bon, avec laquelle on a fait une émission sur les astres, sur l'astronomie, etc. Il y a des points communs là-dessus. On sent qu'il y a des choses par rapport à la date de naissance, etc. On va dire pour les novices, pour les gens qui entendraient ces concepts-là pour la première fois, tu pourrais nous donner un exemple concret de comment tu fais intervenir la numérologie dans la vie de tous les jours et qu'est-ce que ça confirme ou infirme, entre guillemets? Alors, oui, confirme et infirme, ça me va bien. En fait, grâce à notre date de naissance, on a des énergies, des vibrations qui sont innées. Soit on les utilise dans la lumière, soit on les utilise dans l'ombre. Simplement, je le dirais, les fois où on est de bonne humeur, eh ben, tout rayonne, on rayonne, on est dans la lumière de nos vibrations. Et puis quand on est une mauvaise humeur, eh ben, on est dans l'ombre de nos vibrations. Je le résume un peu de cette façon-là pour être simple, mais c'est un petit peu ça quand même. C'est un petit peu ça. Et c'est vraiment pour... là, si je prends la date d'aujourd'hui, on est le 15, je crois, aujourd'hui. 15 mars, oui. 15 mars, ok. Donc le jour où on est le 15, donc 15 c'est 6, parce que 1 plus 5, ça fait 6. Voilà. Jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Ouais. Jusque-là, c'est bon. Et là, pareil, toujours pour être simple, moi je dis, si je démarre ma journée avec le 6, eh ben, je démarre ma journée avec quelque chose où je ressens physiquement un besoin d'harmonie, un besoin d'équilibre dans ma journée, par exemple. Après, bon, voilà, concrètement, si je veux parler concrètement, c'est ça. Après, je peux être un peu plus perché, mais en tout cas, voilà, avec un 6, il y a quelque chose de cet ordre-là au démarrage de ma journée. Parce que c'est le jour, et nous, en numérologie créative, on dit que c'est le démarrage d'une spirale qu'on appelle la spirale dynamique. Et quel rapport entre le 6 et la stabilité? Pardon? Je disais quel est le rapport, alors tu parlais du 6, jusque-là j'ai compris. Ouais. Et après, tu disais qu'en démarrage avec le 6, et le 6 représente un symbole particulier de la journée, c'est ça que tu veux dire? Ça représente un symbole. En fait, chaque vibration, chaque nombre a un élan, une vibration. Donc, le 6, si je dis un mot-clé du 6, c'est quelque chose de l'ordre de l'amour, dedans, la responsabilité par amour. Voilà, donc ça c'est pour résumer. Okay. Maintenant, il n'y a pas que ça. Il y a aussi cette idée de chaleur, de cocon, d'équilibre de vie, d'estime de soi. Donc il y a plusieurs niveaux d'interprétation, mais avec un tronc commun. Et sur chaque nombre, il y a comme ça des mots-clés avec une vibration qui nous emmène vers quelque chose. Et c'est ça qui est vraiment intéressant à voir avec une personne par rapport à sa date de naissance. Et qu'elle puisse reconnaître sa nature profonde. Et je lui explique juste en quelques mots la vibration représente quoi. Et la personne sent dans l'ombre et dans la lumière, ou l'un ou l'autre, elle sent ce qu'il y a effectivement en elle et depuis longtemps. Ça fait comme si on faisait remonter à la surface la nature profonde de la personne. C'est un petit peu l'image de l'iceberg, où ma nature profonde, elle est au fond. Elle est au fond. Et cette partie de l'iceberg est sous l'eau. Et nous, on voit que la pointe de l'iceberg. C'est un peu ça. Et le fait d'aller chercher ces vibrations qu'on a depuis toujours grâce à notre date de naissance, ce cadeau de la vie ou de l'univers, eh bien, ça permet de faire émerger des fonctionnements, les croyances, notre façon d'agir, ce qui est le plus important pour nous dans une relation, comment démarrer un projet, quels sont mes besoins pour démarrer un projet. Pardon. Et pour avancer comme ça, à la fois sur des aspects très pratiques, très pragmatiques, ou alors
comprendre en quoi, moi, ici et maintenant, dans cette vie, je suis utile pour faire avancer l'humanité. Donc ça, on est un peu plus dans des domaines un peu plus perchés. C'est ça, c'est moi, mon univers et l'univers. Alors, en parallèle, pendant que je te regardais, donc je regardais aussi dans le chat. Alors, je vous rappelle que quand on regarde depuis Facebook, moi, je peux pas avoir votre nom, donc je sais pas qui répond. Mais en tout cas, j'ai donc, par rapport au 6, donc, qui faisait la remarque qu'on parlait que 1 et 5, ça faisait 6, mais qu'évidemment, en 2022, c'est 3 fois 2, donc c'est 6 également, que Mars, c'est le mois 3. 3, donc c'est 6 divisé par 2, c'est égal 3. Donc 6, c'est l'harmonie. Et voilà. Non, et donc, après, je fais même pas. Moi, je m'arrête aux additions. Moi, je reste simple. Et que le 6 revient à chaque fois. Mais ça dépend, ouais, si on est allé en première année ou deuxième année de numérologie, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, moi, je suis restée en première. Voilà. Non, je reste sur les additions. Après, bon. Après, on peut en discuter très longtemps maintenant. Voilà, mais toujours est-il que moi, ce que je trouve important, c'est que vraiment réussir à aller à l'intérieur de soi avec ces élans qu'on a qui de façon innée. C'est un petit peu, pour moi, c'est une grille de lecture. Au même titre qu'il y a l'ennéagramme, par exemple, au même titre qu'on a le MBTI, pour moi, c'est vraiment des outils de cet ordre-là. Et qu'on peut utiliser aussi en interpersonnel, en entreprise. Moi, j'utilise en entreprise sur des cohésions d'équipe ou des choses comme ça. Et c'est vraiment sympa de voir que les personnes se reconnaissent et reconnaissent le fonctionnement de l'autre avec quelques explications. Et ça permet de dégeler des situations de façon simple, de façon ludique. Et moi, j'aime ça parce que c'est simple, en fait. C'est simple. On sent qu'il y a quelque chose, quelque part, un vrai outil qui permet d'avancer. Merci en tout cas à tous ceux qui ont réagi dans le chat Facebook pour alimenter. Là, on se rend bien que c'est une technique que tu laissais pour la fin. Donc voilà, la cinquième, ton cinquième outil que tu vas embarquer sur cette île déserte, ta cerise sur le gâteau, donc c'est numérologie. Un super outil, finalement, c'est un super outil pour un super héros. La question super-héros. Voilà. Alors, si tu étais donc un personnage de Marvel, Irène, qui serais-tu? Quel serait ton pouvoir de résurrection? Alors, je vais faire comme le dictionnaire, je suis un peu ringarde. Marvel, je connais pas trop l'univers. Moi, j'ai regardé un peu quand même ce qu'il faisait. Mais voilà, bon, il n'y a pas beaucoup de personnages qui me parlent. Mais en tout cas, super-héros, moi, ce qui m'est venu spontanément en tête, c'est Mary Poppins, en fait. Fameuse héroïne. Oui, fameuse héroïne. Pourquoi? D'abord parce que c'est un film qui m'a toujours fait rire. Et en fait, il me fait rire, ce film, il me fait rire parce que le personnage est léger, fait passer des messages avec légèreté, avec humour, elle fait passer des messages à la fois aux enfants et aux adultes, et ça passe en douceur. Alors. Et c'est ça que j'aime, en fait, chez elle. Il y a toujours une grande bienveillance, et puis elle croit toujours dans le potentiel de chaque personne, en fait, dans le film. Et voilà. Et moi, j'adore Mary Poppins. Ouais, bien, beaucoup de bienveillance. Alors, Irène, c'est le moment du défi. Tu vas devoir nous dire sa formule magique, super quali, etc. Sans faute, sans bégayer. Vas-y, Irène, c'est à toi. Super quali. Super califragilisticexpialidocious. Waouh, bravo. Moi, je dis bravo. Totalement dans l'impro. Et Irène, bravo. Sur ce, on arrive bientôt à la fin. Et à la fin, comme tout le monde le sait, à la fin, il y a le cadeau. Et donc, le cadeau. Le cadeau. Alors, Irène, que proposes-tu donc aux personnes qui nous regardent et qui nous écoutent? Alors, moi, ce que je propose, j'ai parlé de la numérologie créative. Et moi, c'est un outil vraiment que j'utilise beaucoup. Bon, vous l'avez compris pour moi, je n'ai pas eu le temps de trop expliquer en quoi ça consiste, mais je l'utilise dans mes accompagnements en coaching. Et
et c'est vraiment très révélateur pour beaucoup de personnes. Et moi, j'adore cet outil. Je vibre avec. Et donc, je voudrais offrir à 5 personnes un atelier à 5 personnes, un atelier qui durerait 3 heures, où on verrait le thème, la palette vibratoire de chaque personne, et on croiserait par rapport à leur numérologie, leur palette vibratoire, donc date de naissance, nom, prénom, voilà, comment ça résonne, leur joyau intérieur, comment résonne leur joyau intérieur, et comment le faire remonter à la surface de l'iceberg sur différentes dimensions, comme je les expliquais tout à l'heure, assez rapidement certes, mais et voilà, donc offrir cet atelier à 5 personnes. Cet atelier, il aura lieu le 4 avril, c'est un lundi. Donc, c'est un concours de rapidité. Une fois de plus à coutume, c'est un concours de rapidité. Donc, ce que je vous invite à faire, donc on a bien compris que c'est une technique qui est très puissante. C'est vrai qu'on a fait qu'effleurer ici, mais c'est une technique très puissante. Et donc, pour aller plus loin de ça, donc voilà ce que ce que tu proposes. Donc, c'est d'offrir, c'est une belle générosité. Donc, rapidité. Donc voilà, atelier numérologie le 4 avril. Les 5 plus rapides à déposer leur mail sur le site www.chronospace.tv/recevoir le cadeau. Vous allez sur chronospace.tv, vous allez voir qu'il y a une page qui s'appelle recevoir le cadeau. Vous avez une petite boîte spéciale pour déposer votre email et vous mettez le nom de l'invité d'aujourd'hui, c'est-à-dire Irène Saunier. Et donc les 5 plus rapides, voilà, les 5 plus rapides. Caché de la poste, non pas caché de la poste, mais caché de l'envoi de l'email, du dépôt de l'email faisant foi. Voilà, donc c'est le concours d'aujourd'hui. C'est magnifique parce que c'est un beau cadeau. Et donc, comme c'est un beau cadeau, c'est un très beau cadeau. Et c'est pour ça que c'est une question aussi en guise de concours aujourd'hui. Tous les cadeaux sont beaux en général, hein, bien sûr. Mais celui-ci, on l'a fait en forme de cadeau. Merci beaucoup, Irène, en tout cas, pour cette proposition de cadeau. On arrive bientôt à la fin de l'émission. On a largement dépassé, mais c'est un réel plaisir, en fait, parce qu'on pourrait discuter des heures. On sent effectivement toute cette sérénité, tout ce qu'il y a, tout ce que tu as vécu, évidemment, tout ce que tu as aussi envie de transmettre, et qui fait qu'on a un petit peu, cette émission, elle s'est un petit peu déroulée comme ça, comme une espèce de voyage initiatique, un petit peu comme ça, comme à l'échelle un petit peu de ce que tu as vécu. Et on arrive à la fin, on arrive à 1h15 d'émission. Je voulais savoir, Irène, quel était le dernier message que tu aurais envie de livrer ici ce soir? Pour moi, le message, c'est la vie est le plus précieux des trésors et le reste, c'est du bonus. C'est beau. Et le reste, c'est du bonus. Ouais. Oui, j'ai envie de finir sur ça. J'avais une autre citation, mais j'ai vraiment envie de finir sur ça. La vie est le plus précieux des trésors. Et le reste, c'est que du bonus. Eh ben je pense que c'est un excellent message, effectivement. Une belle façon de finir cette émission. Voilà, savoir, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait en tout début d'émission. Être capable aussi de s'arrêter sur des choses simples. Être capable aussi simplement de voir sur des choses simples, sur de la gratitude aussi, et le reste, effectivement, voilà, le reste, finalement, n'est que accessoire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Irène. Beaucoup de sérénité, beaucoup d'émotions aussi. On a senti aussi beaucoup tout ce travail que tu as fait derrière. Merci aussi pour toute cette générosité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Bye bye, Irène. Merci, David. Merci à vous. Voilà, Irène qui était notre invitée ce soir, qui a vraiment passé par un parcours de vie excessivement difficile. Donc, c'est 2 épisodes, en fait, finalement, puisque un premier épisode avec une tumeur au cerveau d'eau grosse, comme une clientienne nous le disait, puis qui à travers donc a changé des choses, mais le changement n'était pas suffisant. Puis, lors de sa récidive, a compris qu'il fallait faire un switch, a fait sauter toutes les carapaces pour aller faire parler, pour aller faire parler les émotions, et donc a mis en place tout un tas de choses et de changements
y compris, par exemple, s'il fallait retenir différentes choses, par exemple, de considérer finalement que l'immunité, elle pouvait aussi revenir par l'intérieur. Si le mal a dit et le mal lui a lancé des messages, eh bien, il pouvait aussi guérir et donc ramener toutes ses troupes vers la guérison. Aussi donc 5 méthodes qu'elle nous a communiquées, donc comme la communication bienveillante, comme la méditation, de la respiration, l'EFT ou encore la numérologie. On a un petit peu développé cette notion de numérologie. Je vous rappelle le concours, donc les 5 plus rapides qui vont déposer leur email sur chronospace.tv à recevoir le cadeau vont recevoir donc gratuitement un atelier de numérologie qui aura lieu le 4 avril. Donc vérifiez d'abord dans vos agendas si vous êtes bien dispo le 4 avril avant de répondre. Laissez la chance aussi aux autres qui voudraient participer. Voilà, merci beaucoup à vous tous d'avoir été là. Une émission en mode un petit peu allongé, mais je pense que c'est aussi c'est une émission qui était dans un rythme qui allait tout à fait bien aussi avec tout ce parcours de vie, tout ce parcours initiatique, toutes ces choses qui nous prouvent finalement que tout est possible parfois en se posant les bonnes questions et en ayant cette fameuse intelligence collective, donc cette capacité d'adaptation que l'on a au fond de nous. Merci beaucoup d'avoir été là, vous avez été nombreux avec nous, merci beaucoup. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de recevoir Philippe Boulanger pour parler d'innovation. Alors là, donc on va innover. Bien voilà, on va innover la semaine prochaine. Restez connectés. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été là. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez bien soin de vous et sachez apprécier les petites choses puisque la vie est la plus précieuse, le plus précieux des trésors et le reste n'est que bonus. C'était la phrase de fin d'Irène. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.